Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. À nouveau, très bonne année et meilleurs vœux à vous tous. Cette seconde émission de l'année est le prolongement de la première, celle de la semaine dernière donc où nous vous avons dévoilé les mangas qui sont arrivés en tête de nos tops. Et cette fois, nous allons vous présenter une quinzaine de coups de cœur perso, des chouchous de certains membres de l'équipe, avec certains qui se retrouveraient aussi en bas du top général. Vous allez voir ça dans quelques instants. D'ailleurs, on revient à nouveau sur les 4 premiers, les 4 mangas qui pour tous sont des titres à lire absolument si vous ne les avez pas encore essayés. Il s'agit de... Tsugai. J'avais une chips dans la bouche. Il s'agit de Tsugai, exactement. Il y avait Evol, il y avait Le Mouvement de la Terre et il y avait The Summer Hikaru Died. Voilà. Vous voulez rajouter un mot c'est un truc que vous n'avez pas eu le temps de dire, par exemple, la semaine dernière sur l'un de ces 4 titres? Ah non. Lisez-les. Si, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Très bien, voilà, si on a été si complet, eh bien on peut enchaîner dans la 5e de couve. C'est maintenant l'heure d'écouter quels sont nos coups de cœur perso de l'année passée. Préparez-vous. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas de 2023. Bonjour à tous, autour de la table, nous avons donc Robin, Julie, Johnny. Comment ça va? Ça va. Bien marre. Cagnard va nous rejoindre incessamment sous peu. Il est dans les transports et il a du retard, mais il va arriver. Si vous entendez Johnny parler la bouche pleine pendant cette émission, C'est du foie gras. c'est normal. Oui. On en profite pour enregistrer et dîner en même temps. Concept qu'on n'avait pas encore trop fait. Enfin, on l'avait pas avoué, quoi. Ouais, oui, c'est ça. On Là, le je cachait pense que jusque-là, c'est mais- vraiment assez inédit. Là, ouais, de cette manière-là, c'est assez inédit, Mais clairement. c'est pas de notre faute parce qu'il n'y a pas de réduction de bruit là, donc avec les micros. Donc en vrai, c'est pas de notre faute. Si vous entendez donc des bruits de papier, normalement, personne ne va parler la bouche pleine ou faire semblant ou faire exprès de manger dans les micros, n'est-ce pas, Johnny? Mais si vous entendez des bruits de papier ou Des miettes. vous êtes avec nous à table. Voilà, bon appétit. C'est ça. Bon Vous appétit. voyez le film Calmos avec Jean-Pierre Barry? Ben voilà, c'est pareil. Si vous nous découvrez, sachez qu'on ne mange pas à toutes les émissions. Je vous propose aussi d'ailleurs d'écouter plutôt l'émission précédente, avant celle-ci, si vous nous découvrez. Mais sinon, sachez que nous revenons chaque semaine avec 1 heure de podcast, parfois plus, rarement moins, pour parler de manga, essentiellement de manga, pas trop d'anime. Parfois, nous proposons des émissions d'analyse, comme avec Pluto de Naoki Urasawa récemment. Et puis ce mois-ci, en janvier, c'est essentiellement de la recommandation de lecture. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous, activez les notifications et visitez nos pages sur les réseaux sociaux, puis faites un tour sur notre blog la5e-de-couve.fr. Nous voici donc prêts à faire une rétrospective un peu listing, puisqu'on va égrener un à un les mangas coup de cœur des uns et des autres, parfois partager ses coups de cœur, parfois pas intéressés du tout. Tout le monde va pouvoir s'exprimer et puis vous allez voir, il y a vraiment de tout cette année. Thriller, aventure, what the fuck, science-fiction, sport, romance, tranche de vie, déprime et même du concept. Voilà. Cette année, on a aussi décidé d'étaler les bilans des ventes sur nos 3 premières émissions de l'année. Donc, on va aussi parler un peu brousouf et puis top vente dans l'heure qui suit. Voilà, vous savez tout. Puis, on commence avec toi, Robin, et ton premier coup de cœur, l'un de tes plus gros coups de cœur de cette année, peut-être, c'est Adieu Eri. Tout à fait, parce que il fallait bien un Fujimoto dans les émissions de fin d'année, ça va pas du T'étais tout. triste, c'est ça? Alors je vous repitch un peu l'histoire de Adieu Eri. C'est l'histoire de Yuta, c'est un adolescent fan de cinéma et il filme les dernières heures de sa mère dans un court-métrage qu'il présente à sa classe. Selon les dernières volontés de sa mère qui lui a dit filme-moi jusqu'à la fin. Et ce qu'on peut dire, c'est que son court-métrage remporte un succès somme toute relatif. Il est un peu dépité de l'accueil qu'on fait à son film, alors que c'est un film très important pour lui, donc il est tellement dépité qu'il décide d'en finir avec la vie tout simplement. Mais il fait la rencontre finalement de cette fameuse Eri qui est dans le titre, qui est une jeune femme elle aussi cinéphile et qui va finalement l'inspirer à réaliser un nouveau film.
Donc ça c'est pour l'histoire, on démarre déjà donc dans du Fujimoto très joyeux, hein, on l'a compris. Marque de fabrique. Et surtout, qu'est-ce qui t'a plu ? Bah, moi, ce qui m'a plu, c'est que on avait déjà beaucoup aimé Look Back, qui était son one-shot précédent. Donc là, moi, déjà, ce qui m'a plu, c'est que c'était un nouveau one-shot signé Tatsuki Fujimoto. C'est un exercice sur lequel on l'avait beaucoup apprécié. On avait aimé justement sa force de concision et sa capacité à mettre en scène des récits très forts dans une forme limitée, on va dire. Mais là, je trouve que on arrive vraiment à une belle synthèse entre la forme et le fond. On sait que Fujimoto, c'est un auteur qui a beaucoup mis à contribution sa cinéphilie. Il est cinéphile, il parle souvent de cinéma, c'était déjà très présent dans Fire Punch, c'est incorporé dans la plupart de ses œuvres, et là c'est vraiment, on a l'impression qu'il assume ça vraiment à fond avec cet album qui a une forme quand même assez particulière. C'est un album qui est un peu découpé comme un storyboard, on pourrait dire, avec sur chaque page, en gros, on a quatre cases un peu format panorama, quoi, on va dire, qui vont rythmer vraiment de manière je sais pas, métronomique ce récit. C'est vraiment, ça va quasiment jamais bouger. Il y a peut-être une ou deux pages où il y a 2 cases au lieu de 4, quoi, mais c'est vraiment globalement un véritable exercice de style. Et pour toi, Adieu Eri, c'est plus référencé ciné qu'un Fire Punch, par exemple ? Bah, pas nécessairement, parce que en fait là le cinéma c'est vraiment le propos du bouquin, là où Fire Punch c'était plus en comment dire, en arrière, ouais, en toile de fond, voilà, exactement. Là c'est vraiment un hommage frontal à ça, et puis surtout c'est vraiment le sujet du bouquin, quoi. C'est un film. C'est vraiment, voilà, un film. Alors je sais que j'avais vu l'expression un court-métrage dessiné. Et c'est vrai que ça s'y prête assez bien, parce qu'il y a ce côté récit court avec le one shot et le côté vraiment découpage façon storyboard de film, mais je trouve qu'au-delà de l'exercice de style, parce que c'est clairement un exercice de style, je pense que Fujimoto il s'est un peu imposé ça aussi comme ça, je trouve qu'il y a derrière ça un vrai fond aussi, et vraiment cette question de la création en fait qui est vraiment inhérente à toutes les œuvres de Fujimoto. C'est un truc sur lequel on l'a toujours apprécié, on en a régulièrement parlé dans les émissions qu'on lui a consacrées. C'est vraiment un truc, la création, c'était le cas dans Look Back aussi, c'est vraiment un truc qui le travaille sur comment on crée des récits, comment on crée des histoires, et puis surtout aussi comment on leur donne telle ou telle forme. Enfin là, il y a vraiment encore une fois ce message qui transparaît au-delà, comme je disais, de l'exercice de style purement formel, quoi. Et pourquoi, à ton avis, ça nous a pas tous autant convaincus que ses précédentes œuvres ? Bah, c'est vrai qu'au final, si je prends l'œuvre de Fujimoto, je dirais, c'est pas forcément son travail le plus inoubliable, parce que je pense qu'il y a malgré tout cet exercice de style qui est très présent, ce côté très mécanique de la narration, qui fait que on reconnaît le brio du mec, mais peut-être qu'au bout d'un moment ça nous sort, ou ça je sais pas, ça amène peut-être un truc un peu plus froid, j'en sais rien, mais ouais, moi j'allais dire ça aseptise un peu en fait l'histoire, les émotions qui sont beaucoup plus franches, enfin en tout cas des souvenirs que j'ai moi de Look Back par exemple, là je le retrouve pas, tu vois, et c'est pour ça aussi. Non, mais je pense, tu vois, genre ça, c'est cette forme-là, cette narration en plan qui se répète comme ça, il l'avait utilisé notamment dans Fire Punch dans certaines parties, notamment dans le camion, la scène du camion où il y a les mecs qui meurent, qui réapparaissent et tout. Et ça marchait parce que c'était au milieu d'un récit qui avait vraiment après exploité la grammaire manga au sens large. Là, c'est vrai qu'il est limité par ça parce qu'il s'est imposé cet exercice-là. Et je pense que c'est peut-être pour ça que le bouquin peut laisser certains lecteurs sur le côté. Mais moi, ce que je trouve quand même remarquable, c'est que malgré tout, même si c'est une œuvre peut-être un tout petit peu plus mineure dans son œuvre, ça reste quand même d'une grande qualité. Ça se lit avec une fluidité incroyable. Enfin, les personnages sont incarnés, encore une fois, sur juste le temps d'un one shot. Il impose des persos, il impose des situations. Il n'y a pas tout le monde qui arrive à faire ça. Et je trouve que voilà, c'est le genre de titre qui nous fait vraiment assister aussi à la naissance d'un auteur avec un grand A, avec ce côté, voilà, il a une œuvre complète, il a aussi des titres plus faibles que d'autres, mais au final, tout ça construit son œuvre, et ça reste quand même très fidèle à ce qu'il a développé dans ses travaux précédents, quoi. Donc moi, je trouve que ça reste quand même un manga de très bonne qualité, et pour moi c'est clairement un des meilleurs mangas de l'année passée, quoi. Adieu Eri, c'est aux éditions Crunchyroll. Un dernier mot dessus ou...
Ouais, ce qui est à noter aussi quand même, c'est que malgré le fait que ce soit un one shot, encore une fois, et un récit assez expérimental quelque part par sa forme, c'est quand même un tome qui est dans les meilleures ventes de l'année, quoi. Donc c'est Fujimoto, il impose son style et il transforme l'essai de vendeur de best-seller aussi en one shot, quoi. C'est vraiment rare, quoi, je trouve. Eh ben, je t'emboîte le pas avec mon premier coup de cœur de cette émission et de l'année 2023 qui n'a pas convaincu plus que ça autour de la table, mais qui, moi, m'a convaincu et qui, lui aussi, a une forme spéciale. C'est un manga en 2 tomes seulement, qui est bouclé, qui a été créé comme ça, qui est quasiment un one-shot. Le péché originel de Takopi aux éditions Pika. C'est l'histoire d'un petit extraterrestre originaire de la planète Happy. Il arrive sur Terre avec pour objectif de répandre le bonheur. Sauf que sur Terre, on rigole pas. Et la première personne qui se préoccupe de lui, c'est une jeune fille de CM1 qui respire la tristesse et la dépression complète. Donc Takopi, il se challenge pour aider Shizuka à aller mieux. Et parce qu'il faut bien commencer quelque part. Mais il se rend pas compte au début de la noirceur de la vie de cette petite fille qui est harcelée, qui est malmenée dans toutes les sphères de son existence. Et là aussi, on est sur, comme pour Adieu Eri, un exercice de style d'une part, et d'autre part, un titre totalement étrange. Qui est arrivé comme ça. Comme un ovni. Comme un ovni qui a convaincu des millions de gens sur Internet parce qu'il s'est fait, comme Adieu Eri, une popularité d'abord sur la lecture online, d'abord d'ailleurs sur le territoire américain, enfin, en tout cas pour les gens qui parlaient anglais. Et puis peu à peu, ça s'est développé jusqu'à son arrivée en France. Et moi, ce qui m'a plu avec le péché originel de Takopi, c'est qu'on est face à un drame puissant, qui est triste, mais qui fonctionne entièrement à l'émotion. Donc ça veut dire que c'est qui tout double après. Parce que c'est vrai, soit tu es touché par cette émotion, soit elle ne te touche pas, et dans ce cas-là, tu es totalement hermétique à ce manga et tu te dis ouais, voilà. Mais quand ça te touche, en revanche, c'est fort parce que déjà d'une, l'auteur va jouer avec des contrastes assez extrêmes. Parce que d'un côté, on a l'extraterrestre qui est tout mignon, tout joyeux, avec ses happy gadgets. Ouh, on est dans Fairy Tail presque. Digne des traditionnels mangas pour enfants. Puis de l'autre, on a une enfant de seulement 10 ans et ses camarades qui ont à peu près le même âge, qui ont tous des vies horribles à leur âge. Et je sais pas si vous avez vu l'actualité aussi assez dure de ces derniers temps au niveau des enfants dépressifs. Ouais. Ça a un vrai écho aussi avec ce qui peut se passer dans nos sociétés. Et le manga, je l'ai trouvé vraiment sans concession, je l'ai trouvé maîtrisé avec seulement 2 tomes. On a vraiment le portrait de plusieurs personnages, de tous les personnages qui sont dans le manga. Et ça peut être une lecture assez éprouvante, tant le désespoir est vraiment très très fort, très très prenant dans cette œuvre. Oui. Et en plus, ça a été offert dans un coffret intégral de 2 tomes, enfin offert. Proposé. Et oui, c'est gratuit pour tous. Ça a été proposé dans un coffret intégral avec les 2 tomes. Et c'est bien parce que c'est court, c'est quasiment comme un one shot. Ils auraient même presque dû le faire que en intégral et pas mettre le tome 1. Mais voilà. Le péché originel de Takopi, moi, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur de cette année. Et notez aussi que la nouvelle série de l'auteur Ichinose a été annoncée pour cette année. Donc, toujours avec un trait très particulier, cette façon de faire les visages qui est assez personnelle. Et il sera notamment aussi question de boucle temporelle dans Ichinose. Mais voilà, je ne dis pas plus. C'est mieux ça. nous on veut du SF. Ouais, moi c'est le dessin qui me bloque, donc je pense que ça va pas aider, mais bon, j'essaierai quand même. Oui, mais en SF c'est pas cette pareil. Cette fois j'essaierai. C'est pas pareil. La suite, c'est pas avec un manga de Cagnard, parce qu'il nous a toujours pas rejoint, mais promis, il devrait pas tarder. Mais on va faire un petit point sur les ventes, et je vous propose de faire le classement des éditeurs. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de deviner, dans un premier temps, qui est l'éditeur numéro 1 en France cette année. Celui qui a vendu le plus de mangas, avec un 4 comme One Piece dans le top. Allez, c'est Panini. Sarbacane, c'est bien Glénat Manga avec 24% de part de marché. 24% de part de marché. Ah là là, Jacques. Joyeux Noël. Hein. Et puis en fait derrière ça n'a pas changé, c'est à peu près comme tous les ans, Kana, Pika, puis ensuite arrive Kiun qui colle de très près Pika, puis Kurokawa, Crunchyroll se place juste derrière. Et c'est pas mal. Ça commence à être pas mal, peut-être grâce à Adieu Eri notamment. Puis il y a les Kaiju et Dandadan qui traînent aussi. Panini est toujours bien tenu par Demon Slayer. Ouais. Derrière, il y a Delcourt Tonkam.
Probablement grâce à Blue Box et Who's Next. Non, c'est une blague. Et des tubes. Des tubes, ouais, c'est ça. Surtout des tubes. Ensuite arrive Soleil et Nomi Nobi pour le top 10. Puis derrière, donc, on a, comme tous les ans, en fait, rien n'a changé cette année. Soyons très clairs. Puis derrière, on a Mangetsu, Meian, Doki Doki et donc Sarbacane. Oui, bah ça. Il rentre dans le classement. Grâce au voyage de Shuna de Hayao Miyazaki, parmi les 15 meilleurs éditeurs de manga en part de marché. Ouais, bienvenue. Après, ils ont un titre, donc d'une, il coûte cher, il n'est pas à 6 euros, et en plus, c'est un carton. C'est ça. Et la suite de l'émission, c'est avec Cagnard qui vient d'arriver. Il nous rejoint. Bravo. Il est là, sorti des transports. Salut Cagnard, comment ça va ? Salut, ça va pas du tout. Il caille sa race. Donc la moindre sortie dans les transports, le moindre changement devient un séjour hivernal. Donc non, c'est la merde. Mais je suis content d'être là. Et donc tu vas nous parler d'un manga très reposant puisqu'il s'appelle Hitomoji Stress Mortel, qui correspond très bien. Commun, ouais. Voilà, exactement. Ton arrivée. Le manga à lire quand on prend les transports en commun à Paris. Alors j'ai déjà parlé de Hitomoji, Stress Mortel. Le pitch très rapidement, ça se déroule au Japon évidemment. Le Japon est victime d'une épidémie sans précédent. En fait, chaque personne qui se retrouve en situation d'un stress vraiment extrême, elle se retrouve transformée en une espèce de bombe humaine. Et si elle n'arrive pas à retrouver son calme dans un temps imparti, en fait, cette personne explose. Et on appelle ces gens-là les Hitomoji. Les Jason Statham. Elle explose et elle contamine. Elle peut même contaminer les gens avec son stress, quoi. Trop une bonne idée. Donc on va donc suivre le quotidien d'une unité médicale d'urgence qui est là pour intervenir quand il y a un Hitomoji. Et en fait, cette unité est là pour essayer de calmer la personne et de la faire redescendre à un niveau de stress normal pour qu'elle retrouve son apparence normale. Ouais, parce que plus qu'il y ait enfin, c'est une unité médicale, mais c'est un peu des psys aussi dans l'esprit, quoi. Complètement. Est-ce qu'ils ont des bébés chiens pour les attendrir, des petits chiens. Regarde, concentrez-vous sur le panda, là. Concentrez-vous sur le bébé panda. Ce scénario m'a happé, je dirais que je vais le lire. Alors voilà, j'en ai déjà parlé dans l'émission. C'est un auteur que j'adore. Motore Mase qui nous avait déjà fait Ikigami chez Kazé il y a quelques années de ça. Alors évidemment avec cet auteur il y a un truc qui est tout à fait fascinant, je trouve, c'est qu'il n'hésite pas à aller au high concept. Il a toujours un high concept un peu con, et alors celui-ci je le trouvais un petit peu léger au départ, ce high concept, mais en fait j'adore l'idée qu'il aille jusqu'au bout, vraiment. Donc là le concept c'est si tu n'arrives pas à déstresser, et sachant que le stress à l'époque actuelle c'est quand même une problématique, vraiment, je trouve que c'est hyper pertinent de prendre le stress comme déclencheur, parce que le stress est très personnel et une situation donnée va te faire stresser. Donc à travers ces situations de stress, ils vont te décrire des personnages et tu vas rentrer dans leur quotidien et tu vas comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans cet état maintenant. Et je trouve que c'est assez fascinant à suivre, c'est très émouvant. Et puis t'as envie de... Ouais, c'est un manga, tu sais, qui est neketsu quelque part, parce que t'es avec les gars et t'as envie de leur dire mais vas-y, crie, hurle, tu vois, dis ce que t'as à dire. Et c'est un manga qui m'a vraiment pris aux tripes, mais comme la plupart des titres de cet auteur. Après, j'ai pas vu le neketsu, mais il y a un petit côté enquête aussi, façon un peu série policière. Bien sûr, vu que tu dois justement retrouver le parcours de la personne, et parce que la personne, quand elle se retrouve en état de Hitomoji, en fait ça devient une flaque. Il n'y a plus que sa tête qui sort. Et évidemment, la personne n'a pas vraiment envie de partager ses expériences, surtout face à des inconnus en plus. Surtout que c'est souvent des histoires qui sont assez dures. Et du coup, il y a tout un travail à faire. Si la personne n'exprime pas vraiment ses sentiments, alors il va falloir que cette unité aille voir les autres personnes de sa famille pour essayer de se renseigner, sauf qu'il y en a qui mentent, il y en a qui disent pas vraiment la vérité, et donc t'as tout un mélange de sentiments qui est vraiment hyper touchant à lire. Et il y a vraiment un truc que j'ai adoré dans ce manga. Alors quand j'en avais parlé, j'avais lu que le premier tome, là maintenant j'ai rattrapé mon retard, j'ai tout lu, et déjà c'est ouf, parce que pendant un moment je me suis dit ça allait être un peu plan-plan, ils vont toujours les sauver. C'est pas le cas. Tout le monde ne va pas être sauvé là-dedans. Bah non, comme dans Ikigami. Ouais, mais justement, c'est pas comme dans Ikigami, c'est pas chiant au bout d'un long. Et justement, je trouve qu'il y a une espèce de neutralité dans le ton de l'auteur qui fait que tu ne juges personne. Et je trouve que c'est vachement bien ça. Ne pas juger un personnage, réussir à faire en sorte que le lecteur ne juge pas un personnage, je trouve que c'est vraiment un truc qui est hyper difficile à faire. Alors, je comprends Joe, parce que Ikigami, moi, je l'ai toujours adoré, mais effectivement, les 3 derniers tomes, j'étais un peu genre, bon, là, la machine, elle tourne un peu à vide.
Donc là, Hitomoji, il y a 4 tomes pour le moment. Pour le moment, moi, je suis toujours autant à fond. Après, oui, peut-être qu'il va un petit peu foirer sa sortie, mais honnêtement, ça me dérange pas du tout. En vrai, c'est un parti pris, parce que ces gens qui stressent, ils ont qu'à les enfermer, ils meurent tout seuls, et voilà, fin du manga. Mais l'idée, c'est de les sauver. Non, mais ça, c'est une mauvaise idée. C'est un autre manga là que t'es en train de pitcher. Hitomoji, Stress Mortel, c'est aux éditions Crunchyroll. Un dernier mot, Cagnard? Oui, lisez tout, Motoro Mase, vraiment, lisez tout. Alors, tout n'est plus disponible maintenant, mais lisez Ikigami déjà. Et si jamais vous avez la chance de tomber sur Heads, un manga en 4 tomes qui était paru chez Delcourt Tonka, mais qui est évidemment plus édité maintenant, c'est une pépite de thriller. Je sais qu'on a des amateurs de thriller parmi nos auditeurs. Heads, faites tout ce que vous pouvez pour essayer de le trouver. Merci Cagnard. La suite, c'est avec un manga aux éditions Glénat qui s'appelle Jenny Bride. Il va falloir que tu me dises comment tu le prononces, Julie. C'est pas les gènes, c'est Jean. Moi, je pense que c'est Jean. Mais Jean Bride. Ouais. C'est comme un jean. Mais du coup, j'ai pas vérifié en VO. On va appeler ça Jean Bride. Est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle? Alors, ça parle de Ichi Isahaya qui a 30 ans et qui tente de mener sa carrière de journaliste dans le monde du cinéma. Donc, elle fait des projections, elle va faire des interviews de grands réalisateurs, d'acteurs, de comédiens. Et donc, même si elle peut compter sur sa patronne et sur son collègue et sur leur soutien, en fait, cet univers est quand même très loin d'être tendre envers les jeunes femmes. Donc, il y a toujours des dangers qui guettent. Ne pas être en tête-à-tête avec certains réalisateurs, avec certains acteurs, etc. Et donc, alors qu'elle est en train de travailler, il y a un type très bizarre qui vient l'importuner. Sous prétexte qu'il veut la remercier pour quelque chose qui est arrivé alors qu'ils étaient tous les deux au collège. Mec chelou. Et voilà, et elle ne s'en souvient pas du tout, évidemment. Alors que ce Makohito en question, il a l'air très, effectivement, chelou. Il vit toujours en coloc, il est instable et de façon obsessionnelle, il ne la lâche plus et quitte à lui faire revivre des souvenirs assez désagréables de cette période, parce qu'on apprend petit à petit qu'elle a arrêté sa scolarité, qu'une amie à elle a disparu, on ne sait pas trop. Mais cette école a l'air décidément très mystérieuse et ils ont des espèces de méthodes très cheloues où ils essayent de coupler en fait les étudiants entre eux. Alors, est-ce qu'on les voit, une espèce de rituel de mariage ou de trouver l'âme sœur? On ne sait pas trop ce qui s'est passé vraiment. Et en fait, ce qui est très difficile dans ce pitch, c'est qu'il faut vraiment aller jusqu'à la dernière page. Et là, il y a autre chose qui arrive. D'accord, parce que là, ça a l'air tellement chelou. Déjà que Hitomoji Stress Mortel, c'était chelou. Ah oui. Mais là les gens ne se transforment pas en blob. Mais non, c'est très étrange, effectivement. Mais franchement, ce qui est, pour ma part, assez dérangeant, c'est que, en fait, c'est le quotidien de très nombreuses femmes. Et quand tu lis ça, tu retrouves toutes les fameuses stratégies d'évitement, de t'acheter une bague pour faire semblant que tu es engagé, pour ne pas être emmerdé par des mecs chelous, t'habiller, réfléchir constamment à quel trajet prendre, à comment t'habiller pour pas attirer les regards, on peut pas attirer, encore une fois, des sollicitations non désirées, etc. Et la façon dont c'est mis en scène, effectivement, est un peu extrême, parce que là, on a quand même la fine fleur du cheloutisme japonais, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui vont jusque dans ton local poubelle essayer de récupérer des infos sur toi dans tes poubelles, etc. Enfin bref. Mais moi je trouve que c'est terrible parce qu'il y a quand même un écho très fort avec ce qu'il y a dans l'actualité française actuellement, parce que c'est quand même quelqu'un qui travaille dans le cinéma et là on est très servi avec tout ce qui se passe. Franchement, c'est difficile d'en parler, de donner plus d'informations. Sans spoiler. Bah ouais. Sans spoiler. Donc, il faut vraiment aller jusqu'à la toute dernière page. Eh bien, foncez sur Jean Bride aux éditions Glénat. Un dernier mot dessus ? En fait, j'avais envie de dire que c'était quand même intéressant de voir que le personnage masculin était assez atypique. Parce qu'au premier abord, il est désagréable, il est pétri de toc, limite autiste, tu vois, très Sheldon Cooper, Big Bang Theory, tout ça. Mais en même temps, il est consciencieux, il est persévérant. Tu vois, à un moment, il va jusqu'à... Il ne comprend pas, en fait, ce dont elle lui parle, parce qu'elle essaie d'aller par allusion pour pas attirer, encore une fois, trop de curiosité. On se sent vraiment, menacé quand on est une femme dans cet univers-là.
Mais lui, il va être consciencieux, il va chercher sur Internet ce qu'elle a voulu dire et essayer de comprendre ce qu'elle vit, essayer de devenir son allié finalement. Donc ça, c'est une bonne note, je trouve. Ça s'appelle donc Jean Bride. Jean, ça s'écrit Gene. Voilà, pour que tout le monde puisse le retrouver. Ouais, et c'est la première série de cette autrice. Très bien. Voilà. La suite, c'est avec toi, Johnny, l'un de tes premiers coups de cœur de cette année. Il s'appelle To a New You. Oui, alors lui, c'est un vrai coup de cœur. Parce que c'est vrai que ceux d'après, on ne sait pas trop. Et là, là pour le coup, alors par contre, toi-même tes propres coups de cœur. Par contre, moi, ça me dérange pas de spoiler. Mais soyez prêts. Je ferai attention quand même. Je vais essayer de vous dépeindre un tableau. Yokohama, en 2014. Un jeune adulte, bon en fait il a presque 40 ans, il plaque tout pour faire le tour du Japon suite à une déception amoureuse. Ouais, c'est un jeune adulte comme dans Rebel Moon quoi. Bah ça c'est ton avis, mais donc voilà il plaque tout, il va faire le tour du Japon, il va faire quelques villes et parce qu'il a vu en gros il a cru que sa femme le trompait dans un love hotel. Bon il y aura une histoire après pour la suite et il rencontre une lycéenne du nom d'Aiki qui va changer sa vie. Voilà. Tout simplement. Franchement, ce manga. Est-ce qu'on a lu la même chose? Non, alors ça c'est le début, c'est vraiment le pitch de 3 pages, voilà, parce qu'après il y en a pas trop. Mais surtout ce manga, faut pas lire que le tome 1, sinon vous allez lâcher très rapidement. Il faut vraiment lire le tome 2. C'est 2 tomes, 2 ambiances. En fait, le tome 1, quand je l'ai lu, je me suis dit, mais il essaie de nous dire quoi l'auteur? Parce qu'au final, on ne sait pas s'il dénonce un travers de la société japonaise ou s'il est pour, à savoir l'amour ou le fantasme des adultes pour les lycéennes. Car en gros, là, cet adulte de 40 ans, il va malgré lui être embarqué dans une relation. Il veut pas au début. C'est une relation, on va dire, semi-amoureuse parce que c'est que dans le sens de la lycéenne. Sauf qu'après, il se laisse happer par cette relation. C'est semi-amoureux quand il y en a un seul engagé, c'est ça? C'est ma version à moi. Mais au début, c'est très bizarre. Moi, Et ça part en quoi dans le tome 2? Ça part en thriller, ça part en, je sais pas, en fantastique, en science-fiction, c'est un monstre? Alors le tome 2, c'est vraiment rien à voir. C'est un boom du cerveau. Donne juste l'ambiance. On tombe dans à la limite pour pas spoiler. Bah justement, on sait pas trop si c'est de la SF ou du fantastique. C'est très proche de 20th Century Boys. Il y a un revirement de situation où tu fais... il n'y a plus rien à voir avec ton histoire d'adulte et de lycéenne là. Enfin, et en fait, j'ai cherché à ce moment-là, je fais mais c'est qui ce mec? C'est qui a écrit ça? Et c'est Shinji Mito, tout simplement. C'est l'auteur d'Alma et d'Ex Nihilo. Et c'est vrai que j'avais grandement apprécié cet auteur parce qu'il a un univers complexe et il fait de la SF. Et clairement, moi, il m'avait parlé avec ces 2 titres. Et quand j'ai découvert que c'était lui, j'ai fait ah ouais, d'accord. Il est grand, il est fort. Franchement, le tome 2. Mais en fait, si tu lis le tome 1, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien du tout et c'est même un peu gênant et malsain parce que tu fais mais pourquoi faire un manga là-dessus quoi. Ouais. Franchement moi non mais comme souvent clairement le tome 1 il peut te laisser toujours sur ta faim surtout avec des titres comme ça mais très courts. Mais pour moi c'est évident qu'un truc comme ça tu sors les 2 tomes en premier parce que sinon tu as perdu tout ton qu'ils ont fait c'est sûr. New You, c'est aux éditions Panini Manga. Et dernière petite chose, il y a un truc assez marrant, c'est que son dessin est pas reconnaissable. On a l'impression qu'il a changé parce que toi, quand avec Alma ou Ex Nihilo, toi c'est pas mal de combats, pas mal de destruction de bâtiments, enfin je sais pas, c'est de robots, etc. Et là, on est dans un truc un peu plus réaliste au début. Déjà, c'est un adulte de 40 ans, c'est pas des gamins qui se battent. Et le dessin, il est pas mal, il est très fort, il s'est bien renouvelé. Robin, la semaine dernière, tu disais faut regarder l'évolution du marché sur 3 ans. Oui. Je t'ai écouté. Je vous propose maintenant de regarder quelle est l'évolution en nombre de mangas vendus en 2023 par rapport à... Alors 3 ans, c'est quoi? C'est 2020 ou 2019? 2019, parce que 2020 c'est une année un peu bizarre. Alors par rapport à 2019, on est à plus 109%. Ah. C'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement. Le double. Ouais. Plus que le double. C'est le double, c'est-à-dire qu'il y avait déjà la 5e de couve à cette époque-là. Donc vous êtes potentiellement la moitié de plus à pouvoir écouter et suivre nos émissions. Par rapport à 2020, qui était l'année Covid, on est à plus 76%. Donc l'année 2020 était déjà une année de dingo par rapport à... Oui, mais ça, on le savait déjà. Ouais. Et par rapport à 2021, on est à moins 15%. Voilà. Donc finalement, tu vois, on s'y retrouve peu à peu. Et puis on arrive donc cette année, je vous le disais la semaine dernière, à moins 17%. Non, 18, on avait fait couper la poire aux 2. C'est ça. 19.
avec l'un des meilleurs lancements de cette année. On en parlait aussi la semaine dernière, c'est Hirayasumi, Robin. Ouais, tout à fait. Hirayasumi, moi, c'est un titre que j'ai beaucoup aimé. Je crois même que de mémoire, c'est le premier titre que j'ai lu de l'année, puisque je l'avais acheté en avant-première au Festival d'Angoulême. Wow. Je vous fais le pitch. Je vais vous relire ce que l'éditeur avait écrit parce que je le trouve bien, leur pitch. Voilà, je vais faire mon feignant. Donc on suit Hiroto Ikuta qui a 29 ans, qui est un freeter, donc c'est un terme pour désigner les employés à temps partiel. Il a reçu en héritage une petite maison de plein pied que lui a léguée une vieille dame avec qui il s'était lié d'amitié. Et avec Natsumi, sa jeune cousine tout juste arrivée à Tokyo pour poursuivre ses études d'art, il entame, sous le même toit, une vie à la fois paisible et mouvementée. Ouais. Qu'est-ce qui t'a touché dans ce titre? Son âge, 29 ans. Oui, non, pas du tout. En fait, ça m'a beaucoup plu. C'est le feeling, c'est très doux, c'est une histoire très douce. Même au niveau du trait, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très, très doux. J'arrive pas trop à utiliser d'autres adjectifs. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de dramaturgie en fait. C'est vraiment, on va suivre la vie de ces personnages. On va les suivre évoluer, avoir leurs relations amicales. Il y a un petit début de love interest et tout, des choses comme ça. Mais c'est vraiment, c'est très par petites touches et ça va jamais vraiment bousculer le quotidien des personnages principaux. C'est vraiment leur vie, leur quotidien, leurs interactions. Et c'est marrant parce que à la base, moi, les mangas tranches de vie, c'est pas forcément un truc vers lequel je vais naturellement. C'est pas forcément un style qui m'attire, mais là je sais pas, j'ai trouvé ça très frais. Je pense qu'il y a un truc, alors, en tout cas pour moi j'ai trouvé ça assez peu codifié quoi. C'est vraiment, je me suis laissé embarquer par l'histoire, par les personnages et les situations qui sont toutes vraiment très vraies quoi. Il y a quelque chose d'hyper criant de vérité dans tout ce qui se passe dans ce titre. Et notamment aussi je trouve cette image que ça donne aussi du Japon contemporain. C'est un Japon très quotidien, très des gens de classe, je dirais, moyenne, inférieure, enfin je sais pas comment dire, mais des gens simples et en même temps qui ont des aspirations, des rêves qui des fois accomplissent pas ce qu'ils arrivent à faire, mais ils se remettent en selle, c'est la vie quoi. Et c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, ça me permet de faire une autre reco. J'ai vu un film de Wim Wenders qui s'appelle Perfect Days qui se passe au Japon aussi. Où on suit un mec qui est nettoyeur de toilettes publiques à Tokyo et c'est pareil en fait, il y a ce truc, c'est pas du tout la même histoire mais je veux dire il y a ce truc de on suit ce mec, sa vie, il se lève le matin, il est content, il fait beau, il va faire son travail, il le fait consciencieusement, des fois il lui arrive des petits trucs qui peuvent être plus ou moins dramatiques, plus ou moins ça a plus ou moins bousculé son quotidien mais globalement le film s'attarde sur ce mec et sa vie quoi. Et là je trouve que dans Hirayasumi il y a aussi cette vibe très un feeling très smooth quoi, qui m'a bien plu. Ouais, mais en même temps, moi je trouve que tu dis il n'y a pas de dramaturgie, mais moi à chaque fois je tournais une page et puis je me disais il est fort quand même. Parce qu'il te fait quand même ressentir des émotions et avec un trait simple, avec des situations simples qu'on peut croiser, quoi. Mais ce que je veux dire, bousculer son quotidien de façon complètement inattendue. Mais évidemment, ça ne va pas être l'explosion, mais il y a un truc où on se dit quelque part, tu l'attends parce que tu dis c'est ce qui doit se passer dans ces histoires-là et il te fauche juste avant et tu dis punaise, il est fort. Ouais, mais en fait, c'est ça, ce que je me dis, c'est qu'il n'y a pas ce côté artificiel des éléments perturbateurs qui vont arriver. Tout arrive un peu comme ça, de manière très fluide, très naturelle. Et même dans la narration, tu vois, en fait, c'est pas cadré en fait. C'est de temps en temps il va y avoir de la voix off, il va y avoir le narrateur qui va te dire un truc et puis de temps en temps pas. Enfin c'est vraiment tu te laisses vraiment complètement porter par une espèce de mouvement assez délicat et puis je trouve que c'est la nouvelle série de Keigo Shinso qui avait publié avant chez ça devient un peu un auteur un peu phare du Lézard Noir qui est un éditeur qui est assez spécialisé dans le manga d'auteur un peu pas élitiste mais bon bref le manga un peu cher donc et je trouve que tu vois un de ces autres gros auteurs au Lézard Noir c'est Mochizuki et avec Shisakobe ou Tokyo Kaido il y a un peu aussi ce truc c'est des récits qu'on pourrait qualifier de tranches de vie mais avec toujours quand même un côté beaucoup plus dark, beaucoup plus cynique ou ironique, enfin je sais pas comment dire, mais là je trouve que dans cette série il y a vraiment cette même démarche d'auteur
parler voilà, de la vie, du quotidien du Japon d'aujourd'hui, mais avec un côté beaucoup plus lumineux. Et je sais pas, je trouve ça m'a fait du bien aussi. Hirayasumi, c'est aux éditions Les Arts Noirs. Un dernier mot ? Oui, bah, juste pour le titre, pour un peu éclairer nos lecteurs, nos auditeurs qui savent pas forcément ce que ça veut dire. C'est un jeu de mots entre le mot Hiraya qui veut dire maison de plein pied, donc c'est important de le dire dans le résumé, Yasumi qui veut dire se reposer et Sumi qui veut dire habiter. Donc voilà, c'est un peu... La suite, c'est avec toi Julie, et le manga Two-Faced Tamon. Oui, alors je vais vous pitcher rapidement parce que je pense en avoir déjà parlé pas mal de fois. Mais donc, Utage est une jeune fille de 16 ans, elle est lycéenne, et surtout, c'est une fan absolue de Tamon Fukuhara, donc le chanteur star du groupe de boys band Face. Et surprise, avec son petit job, elle devient son employée de maison. Et alors là, elle tombe des nues, je vais dire, parce qu'elle découvre la vraie nature de son chouchou, qui est tellement à l'opposé de ce qu'il montre sur scène, où il est toujours le gars wild, super sexy, machin. Et là, elle voit un mec, mais complètement différent, complètement replié sur lui-même, complètement cafardeux, et donc elle le renomme instantanément Fuku Cafard. Donc ça vous donne une idée un petit peu du niveau de cette rom-com qui est complètement déjantée, qui a un rythme, qui a des quiproquos, mais enfin c'est entraînant comme ça peut être, comme un morceau de musique de boys band peut l'être en fait. Enfin, pour moi, je l'ai vu comme ça au bout d'un moment, parce qu'il y a aussi tout ce décorum des communautés de fans hardcore. J'en avais dit un mot la dernière fois, voilà, ces fameuses personnes qui sont capables d'acheter 20 fois, 30 fois le même ticket, le même CD pour obtenir le ticket or. Des BTS. Voilà. C'est normal. Que ça soit les BTS, normal. que ça soit... Voilà. Moi, je trouve ça normal. Voilà, Johnny, je t'invite à lire Two-Faced Tamon, parce que je trouve que l'auteur, elle arrive à rendre le côté absurde de ses comportements complètement drôles, sans forcément leur taper dessus ou les caricaturer, et en se moquant de ce type d'amour obsessionnel que certains fans peuvent avoir. Et par exemple, tu vois, elle invente une religion, le tamonisme, puisque Tamon est un dieu sur Terre et qu'il est censé apporter le bonheur à toutes ses fans et tous les fans de Face. Et je trouve ça vraiment très très drôle. Et tu vois, moi j'en ai oublié mon dégoût d'Eminem, quoi. Enfin, d'habitude, tu sais, des petits chanteurs avec une jolie petite frange. Eminem, toi aussi. Non, j'avais compris d'Eminem et des petits chatons. Des Bernard. Non. Ah oui, des Bernard Minet, ouais. Comment tu peux te dégoûter de Bernard Minet? Ouais. Non, mais Il est justement, sympa, je Bernard. parle pas de Bernard Minet. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a vraiment ce côté très très drôle que Yuki Shiwasu, on sait, enfin pour moi c'est une valeur sûre. Donc je vous en avais déjà parlé avec Takane et Hana, qui est vraiment une série qu'il faut lire si ouais, vous avez. j'adore. Mais oui, mais Ouais, vous vrai, aviez aimé parce que c'est drôle, c'est relevé, les dialogues ils fusent, et on s'ennuie jamais, quoi. Donc en plus, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas seulement un truc décérébré. Comme je disais tout à l'heure, il y a quand même une réflexion sur la société de l'image, sur comment on fabrique une image, comment on la détourne et comment on peut s'en amuser. Donc, c'était commencé avec Takane et Hana. Et là, attends, c'est pain béni. Elle se retrouve avec 5 beaux gosses là, qui en fait ont tous un défaut caché qu'ils ne doivent absolument pas montrer à la face du monde. Et c'est franchement, on se marre du début à la fin. Two-Faced Tamon, c'est aux éditions Crunchyroll. Et Ouais. de 3 déjà pour Crunchyroll. Tu voulais dire un dernier mot dessus? Oui, parce que je veux quand même dire que la traduction faite par Manon Debienne et Sayaka Okada est vraiment super. Parce que c'est ça aussi qui fait que ça marche autant sur nous, les lecteurs français, quoi. Johnny. Est-ce que c'est une blague, ce prochain coup de cœur? Non, c'est pas une blague, mais on va dire Il ça- était déjà dans Ouais, l'émission précédente, oui. on est d'accord. Mais alors attends, c'est pas de ma faute ça, parce qu'il y a plein de gens qui ont mis des mangas dans l'émission précédente qui sont là aujourd'hui. Ok, j'en ai 2 d'ailleurs. Oui, c'est le genre. Mais c'est pas une blague. Non, mais en vrai, comme c'est un faux coup de cœur, je voulais quand même en parler parce que il est sympa. C'est une rom-com sans prétention. On va parler de Blue Box et donc on va suivre l'ascension d'un jeune joueur de badminton qui est assez moyen et qui va tenter de se hisser au niveau de la fille qu'il aime, la championne de basketball. J'ai oublié son prénom, mais c'est pas grave. En tout cas. C'est Chinasu. Voilà, merci Chinasu. Ah, c'est vrai. En gros, c'est vraiment une rom-com qui y a sans prétention. Il y a énormément d'équilibre entre le sport et la romance. C'est un super bon point, mais c'est aussi un mauvais point dans le sens où on est frustré. Quand on commence un match de badminton, quand on commence un match de basket, c'est super bien fait.
mais on n'a jamais la suite. On n'a jamais le match en entier. On n'a jamais un slam dunk en puissance. Après, elle utilise très bien ce qu'elle a appris parce que c'était l'ancienne assistante sur Dream Team. Donc, clairement, le sport, ça la connaît. Donc, il y a vraiment cet équilibre de 50% sport, 50% romance. La romance est très bien faite. Il y a le classique triangle amoureux, l'ami d'enfance, etc. Et en vrai, j'aime bien. C'est cool, propre. Mais c'est pas le manga de l'année. Mais franchement, j'ai lu les 5 tomes comme ça d'un coup et c'est cool. Et le truc qui est bien là-dedans, je l'avais déjà dit, mais je vais le redire parce que c'est super important, c'est qu'il y a une communication saine. Il n'y a pas de quiproquo qui dure 100 000 pages en disant « Merde, est-ce qu'il a vu que j'avais fait ça ?» La meuf va faire « Eh, tu m'as vu ? Oui. Ah bon, bah c'est pas ça. Ah d'accord. » Voilà, donc en vrai, moi c'est ce que j'aime dans ça, c'est qu'il y a une compétition, il y a un triangle amoureux qui se fait, les gens vont se battre pour lui. C'est pas un harem. Parce qu'on pas encore. On reste pour l'instant sur 2 femmes et c'est encore plus sain. On est quand même sur 13 tomes. Après, tu sais, quand il y en a 2, c'est très très rare qu'ils s'arrêtent à 2 et qu'ils disent non, c'est bon. Après, c'est pas l'objectif du manga, il est pas fait comme un. Mais tu vois, depuis Video Girl Eye ou depuis Aizu, dans le Shonen Jump, il n'y avait pas eu de rom-com digne de ce nom. Là, clairement, elle... J'en ai une ou 2, mais... Oui. Ouais. Ah, bon. Mais en tout cas, elle a trouvé son public au Shonen Jump, ça cartonne à chaque fois. Moi, je suis pas méga emballé encore avec ces 5 tomes, mais je sais que ça continue et que c'est bien, donc... C'est ta petite série. Blue Box, c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Tu voulais dire un dernier mot ? Ouais, c'est le dernier mot. Il y a un anime qui a été annoncé en novembre dernier. J'ai pas été convaincu par le trailer parce que les dessins, je sais pas, ils sont trop affinés et il y a trop d'informatique. Le chara-design est bizarre. Non mais franchement, Chinatsu, on dirait que c'est un fil de fer alors que dans le manga, elle est bien en vrai. Et du coup, c'est trop chelou. Franchement, il est trop bizarre ce trailer. J'espère qu'ils vont le changer. Parlons de vrais mangas de sport maintenant. Parce que t'as parlé de Slam Dunk, effectivement, Slam Dunk c'est du basket, et moi je parle du Slam Dunk du sport mécanique qui s'appelle Capeta. Capeta, c'est un de mes gros coups de cœur de cette année, c'est un manga contemporain, mais alors contemporain d'il y a 20 ans. Oui, hein, ça dit. Parce que c'est sorti il y a plus de 20 ans maintenant. Dans ce manga, il y a Taira, un collégien qui ne donne pas son maximum à l'école, hein, comme nous on a pu le faire par exemple, et il s'ennuie, et pour s'amuser, ça on l'a pas fait, il se rêve au volant de belles voitures. Il est assez solitaire depuis la disparition de sa maman, et il tente de ne rien laisser paraître devant son père. Ça, c'est pour le schéma familial. Il garde pour lui beaucoup de ses émotions, mais un jour, le papa revient à la maison avec des pièces détachées de voitures, de je sais pas quoi, destinées à la casse, et il se lance dans la construction d'un kart pour faire plaisir au fiston, au gamin. Kiff total pour Taira, qui attend même pas la pause du moteur pour l'essayer. Il fait comme il peut. Et finalement, plusieurs péripéties après, il va sur un circuit une fois qu'il y a le moteur pour mettre l'engin à l'épreuve dès les premiers tours de roue. On se rend compte que le kart il est tout pourri et que le châssis est tordu, que c'est impossible à conduire pour un débutant et même pour un spécialiste. Mais alors, comme Taira, il a une flamme de ouf, on est dans un manga, hein, n'oublions pas, et qu'il est très intelligent et qu'il est ultra doué pour les sports, pour la conduite, et il donne tout et il parvient à dompter son kart. Bon, il perd un peu de peau au passage, et il réussit même à rattraper rapidement Minamoto Naomi, le champion Naomoi, le champion junior de l'Est du Japon. Et là, les portes d'un nouveau défi mécanique s'ouvrent en grand pour ce virtuose. Alors c'est stylé, mais du coup, il va faire du basket après ? Non, ça c'est Slam Dunk le basket. J'avais pas su. La transition. On est sur donc The manga de sport des années 2000, signé Masahito Soda. C'est vraiment un des grands maîtres, 10 ans de parution, 32 volumes au Japon. C'est une très très grosse référence du genre là-bas. Tous les ingrédients, aujourd'hui vous les connaissez, hein, vous êtes habitués au manga de sport, hein. C'est les tripes, c'est le feu dans les yeux, c'est l'intensité des courses. On les vit en même temps que lui, comme on vit un match de basket. Là on va vivre des courses automobiles, alors de cartes au début. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que tout au long de la série on va le voir grandir et passer par plusieurs étapes de sa carrière et de sa vie et de son plusieurs stades du sport automobile. Et il va grimper les échelons peu à peu, et ça c'est pas toujours le cas dans les mangas de sport où on reste un petit peu confiné à un certain âge et on reste un peu scolaire. Sauf que si tu restes que scolaire sur du sport auto, ah oui, non, c'est un problème. Exactement. Voilà, donc le sport méca en plus c'est réputé pour avoir des pilotes à moitié tarés, voire totalement tarés, hein. Il y a eu pas mal de films qui ont mis ça en scène, qui mettent leur vie en jeu à chaque course. Et là ça colle parfaitement à Taira, il est complètement taré. Il est téméraire, il est impétueux, c'est un psychopathe, et c'est un manga donc très addictif. Capeta aux éditions Noévé Graphics.
Pas de course automobile, mais de la science-fiction pour toi, Cagnard, maintenant, avec Gestalt. Oui, alors on va reprendre avec Gestalt. Du coup, c'est alors à l'inverse de Robin, c'est un des derniers mangas que j'ai lu dans l'année, et c'est un coup de cœur. C'est devenu un coup de cœur un peu automatique dès la lecture du tome 1. Alors je vais vous expliquer très rapidement le pitch du manga. On suit le quotidien de Soso Shindo. C'est un jeune lycéen. Et on comprend très vite que c'est un mec qui est très individualiste. Il pense que à sa gueule. Et pour lui, c'est tout à fait normal. Le lycée est une espèce de jungle. Et du coup, il vaut mieux s'en sortir plutôt que d'être accompagné ou autre chose. Et évidemment, ce comportement fait qu'il ne s'entend vraiment pas bien avec son amie d'enfance qui, elle, au contraire, est tout l'inverse. Elle est altruiste. Donc leur gentil petit quotidien, il va être chamboulé lors d'une invasion extraterrestre. En fait, Soso et sa camarade vont se retrouver kidnappés et découvrir à l'intérieur du vaisseau extraterrestre alien une véritable arche de Noé. On leur explique que l'humanité est vouée à disparaître. En fait, on va rebooter l'humanité, très clairement, et qu'ils vont représenter, eux, avec d'autres êtres humains, la nouvelle... comment on pourrait dire, la nouvelle chance, humanité. la nouvelle humanité. On ne sait pas si c'est des extraterrestres, en vrai. Ça y ressemble beaucoup quand même. Ça y ressemble beaucoup et en plus la suite peut laisser un peu douter. J'en ai lu que 2. Et du coup voilà, on part sur un manga un peu con. Je vous avoue que quand j'ai vu l'Arche de Noé, je suis là, pas sûr de. La dernière fois que j'ai lu un manga avec l'Arche Noé, c'était Dick Grayman. Est-ce que t'as pensé à Gantz? Évidemment. Je pense que c'est la première référence. Les combis déjà. Non mais c'est le dessin un peu numérique, c'est les combats, tu le vois. C'est la meuf au gros sein, enfin tu vois, c'est Gantz. En plus, il n'y en a pas tant que ça dans l'héroïne. Oui, mais je veux dire, sa poitrine n'est pas mise en avant. Mais pourquoi tu me fais parler de la poitrine Attends, j'ai le tome 2. J'ai le tome 2 dans mon sac, si tu veux voir. Oui, allez. Mais non, je veux pas voir. Et du coup, voilà, moi j'étais pas très chaud à la base sur cette idée de Noé et tout. Mais finalement, en fait, ce manga, il a un ton hyper particulier. Il a un ton à la fois drôle, à la fois dérangeant. Ça va vite. Et en fait, j'ai vraiment été embarqué et j'ai lu le tome 1 qui a une grosse pagination en plus. Je crois que littéralement, je l'ai lu en 10 minutes. Vraiment ça se lit un peu trop vite, non? Ouais, c'est du combat. Hein. J'avoue que ça se lit un petit peu vite. Et donc voilà, on va expliquer à tous ces gens qui viennent de partout dans le monde. En gros, c'est vous qui allez devoir tuer le reste de l'humanité si vous voulez être les survivants. Donc voilà, cas de conscience, on ne veut pas détruire l'humanité mais en même temps on a un héros très individualiste. Donc c'est un manga qui est vraiment sympa à suivre, 3 tomes, l'histoire est courte mais vraiment elle se tient, je trouve, pour le coup. Ce qui m'a fait adhérer tout de suite, c'est vraiment le héros. Évidemment, avoir une saloperie mise en scène, moi ça m'intéresse toujours. Et j'aime beaucoup cette idée parce que en fait, oui, soyons clairs, j'aime les persos avec des failles, je pense. Et lui, il affirme ses failles. Il affirme que pour survivre, il faut être individualiste. Bon, évidemment, ça va être son arc narratif. On se doute que ça va changer au cours du manga, mais je trouve que c'est assez rare d'avoir un mec aussi désagréable dès le début. Bon, qui finalement va aussi prendre sa part de responsabilité. Et voilà, c'est un manga violent. C'est un manga what the fuck. Et c'est un manga dans lequel je me suis éclaté. J'ai vraiment trouvé ça extrêmement jubilatoire. Gestalt, c'est aux éditions Ki-Un. Tu voulais rajouter un truc, Johnny? Ouais, l'auteur il se prend pas au sérieux. Il y a un moment, il y a un passage qui m'a marqué. C'est bon, bah alors je vais vous expliquer pourquoi vous êtes là. Ça va être long, accrochez-vous. Et en fait, ça dure 3 cases. Et du coup, les mecs font. Mais t'as dit que ça serait long? Bah ouais, j'ai menti. Allez, on passe à autre chose. Je voulais vous proposer un petit détour du côté des licences manga encore et du côté des ventes. Top 10 des licences manga. Bon, qui est numéro 1? One Piece. One Piece, voilà, ça c'est bon. Numéro 2? Naruto, ça c'est bon, rien n'a changé, la vie est normale. Tout va bien. Numéro 3. Pourquoi on dit que c'est une licence? C'est des licences, en fait c'est les licences manga. En gros, tout ce qui s'appelle One Piece a été comptabilisé. En un, tout ce qui s'appelle Naruto a été comptabilisé, tout ce qui s'appelle ensuite Spy Family, My Hero Academia a été comptabilisé. Mais du coup, Naruto et Boruto sont ensemble. Ok. Puisque l'un n'existe pas sans l'autre. C'est la famille. Ok, d'accord. Parce qu'autant si Pokémon, tu te trompes, les deux peuvent se lire indépendamment. Oui, c'est pour ça qu'il y a Naruto dans le titre, Boruto. Ok, d'accord, je vois, je comprends, merci. Dragon Ball 4e, donc là c'est tout ce qui concerne Dragon Ball, donc, Dragon Ball Super, les animés comics, etc. et ainsi de suite. 4e quand même. Et 5e, Pokémon alors. Demon Slayer. Ah bon? Bien. Bah avec en plus le ouais, mais alors attends, eux je sais pourquoi. Parce qu'ils ont les cahiers de vacances, ils ont les Je crois pas qu'il y ait eu des cahiers de vacances. Si, je te jure, il y en a 1 milliard. J'en ai eu à la maison, il y en a 1 milliard. Ouais, mais figure-toi que les ventes sont pas exceptionnelles de ce genre de produit et que ça joue très peu. Oui. Ouais, 20 000.
Même pas, non. Ah bon? Je pensais qu'il y avait Sur un cahier de vacances, si t'en vends 20 000. Non, mais je sais pas, c'est Larousse. Je me dis, Larousse, ils en vendent, toi. Ouais, mais non, Vas-y, mais c'est pas aussi. en plus, c'est pas je suis même aussi haut. sûr que les parents de base ne voudraient pas acheter un cahier d'activité Demon Slayer. Un cahier d'activité, ça doit être chiant. Donc ils vont prendre un bon truc classique. 6e Spy Family, tu Ah. l'as cité. 7e. Ah, tu me prends de Pokémon. court. Pokémon, Ah. toujours pas. Ah. Oh. Un indice, Pokémon n'est pas dans le top 10. Oh non. Jujutsu Kaisen. Ah oui, quand même. Ah. 8e, l'auteur est décédé. Berserk. C'est Berserk. Exactement. L'auteur est décédé. Je connaissais pas cette série, elle est connue. Ah, trop Top bien. 10 licence quand même. 9e, Blue Lock. Ah ouais, mais en même temps, Ça se pose là, quoi. l'univers est en train de Oui, se il développer. grandit, et de- Ouais, mais après, comme Des spin-offs, puis ils en sortent beaucoup d'un coup. 10e, l'attaque des titans. Puis ensuite arrive One Punch Man, Tokyo Revenger, Fairy Tail, Bientôt Chainsaw Radiant. Man, Mashle, Dr. Stone. Et les carnets de l'apothicaire sont devant Hunter x Hunter et devant Pokémon. Ah, c'est bien. C'est C'est trop bien. le manga Bah qui a non, c'est vraiment pas bien. trouvé C'est son beau, public, quoi. c'est beaucoup. Hein. Bah oui, c'est beaucoup. Moi, je suis assez content pour les carnets de l'apothicaire. Julie, Oui. passons à... c'est quoi? Est-ce que c'est ton dernier Oui, c'est ton dernier coup de cœur Oh, de cette dernier. émission. Et il s'agit de Badux. Voilà. Alors, Badux, à nouveau, je vais vous faire un petit pitch un peu rapide puisque j'en ai déjà parlé. Mais donc, le jour de ses 30 ans, Morgan se fait enlever par des mafieux venus lui réclamer de prendre en charge la dette de ses parents. Ses parents qui l'ont abonné pendant 20 ans. Il y a 20 ans, ils l'ont laissé, il avait 10 ans. Et il a dû se débrouiller tout seul à partir de ce moment. Et donc, on lui propose donc de devenir... il devient de fait une sorte d'esclave cyborg équipé de tuyaux et qui devient surpuissant. Mais alors qu'on lui accorde donc une dernière nuit libre en lui disant bah voilà c'est la mafia, ils ont une sorte de boîte de nuit, vas-y profite avec le les club filles. Med Mafia. Ouais, enfin plus comment dire, club d'hôtesse quoi, tu vois. Ouais, Club Med. Ouais. Il se fait finalement embobiner par Lisa, qui est la dernière survivante de son espèce et qui, comme toutes les autres filles, ne peut pas fuir. Parce on l'empêche de On lui a courir. coupé les tendons. Ouais, exactement. Et donc, elle arrive à l'embobiner et tous les deux prennent la tangente. Donc, commence une vie de cavale à fuir la mafia qui est absolument partout, dans des espèces de villes qui sont fortifiées, qui peuvent être fermées et coupées les unes des autres, etc. Et bien sûr, qui dit cavale dit bien sûr imprévu, dont un bébé trouvé dans un sac plein de billets. Voilà. Donc, c'est assez... difficile de pitcher, je pense, finalement. Vous avez beaucoup d'informations. Quand tu dis dernière de son espèce, tu veux dire qu'il y a des humains et d'autres espèces? Oui, voilà. En fait, il y a différentes espèces d'êtres vivants. Et il n'y a pas que des humains dans cet univers-là. Et donc, elle est une sorte d'elfe. Avec une longévité beaucoup plus développée que les humains. Et la question, c'est depuis quand est-elle là? Et alors, tu mettrais ça dans quelle case? La science-fiction, du what the fuck, du concept? Je pense que c'est plus SF what the fuck, parce que on est... moi, j'avais trouvé ça très... proche des vibes de Cowboy Bebop, par exemple. Ouais, le côté de la ça m'a fait famille penser, là. recomposée, avec les... évidemment, ils font des coups qui foirent, ils sont toujours sur la paille. Désert aride américain. Ouais, ou même ils sont condamnés à vivre sous le radar, donc soit perdus dans la nature, soit en train de vivre que la nuit. Enfin, c'est la vie de la loose, quoi. pendant c'est une vie de fuite, voilà, de fuyard. de cavale. Et donc ça va durer pendant presque 10 ans, jusqu'à ce que le petit garçon trouvé dans leur bagage grandisse, parce que bien sûr, c'est un enfant d'un mec de la mafia. Les problèmes n'arrivent jamais seuls. Et bien sûr, moi je trouve que ce qui est intéressant dans ce travail de Takeda Tolyumon, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de mélange d'influences et que en fait c'est à la fois vraiment tu sens qu'il y avait beaucoup de SF, beaucoup de films, beaucoup de comédies, beaucoup de gangsters, beaucoup de choses qu'il a multi-influence. Mais il arrive à retranscrire ces choses-là dans des détails. Ces dessins sont vraiment très détaillés, sont très fins. Il y a toujours des choses à regarder dans les arrière-plans, dans les coins des cases, etc. pour suivre un peu avoir des détails sur cette histoire-là. Et en plus, ce qui est intéressant et qui me fait encore une fois penser à Cowboy Bebop, c'est qu'il traite de sujets durs,
que ce soit la ségrégation, la paupérisation, le fait que voilà, les parents du héros l'ont laissé en plan avec une dette faramineuse qu'il va devoir payer de sa vie pratiquement. Vraiment, il y a vraiment une charge contre une société complètement obnubilée par l'argent, par le fait de profiter de tout le monde et des autres à tout prix, quoi. Donc j'aime bien cette idée aussi de comment on fait quand on vit dans la marge, comment on fait pour survivre face à toute cette pression, à essayer d'avoir une vie malgré tout, quoi. Ça s'appelle Bad Ducks avec 2D, B-A-2-D-U-C-K-S. Ouais. C'est aux éditions Kiun, oui. Et juste pour la fin, alors cet auteur a tweeté en 2021 qu'il n'avait jamais dessiné de manga avant 2018. Ouais, mais il devait dessiner un peu quand même. Ouais, mais je pense que c'est quand même. Ou alors c'est Douanier Rousseau. Ouais, est-ce que ça veut pas dire que c'est peut-être sa première participation pro à un truc, à un concours ou autre? Non, il s'est fait repérer dans des. Ça me paraît ouf d'avoir ce niveau en 2 ans. Ouais, mais il s'est fait repérer dans des conventions où il vendait lui-même ses œuvres, etc. Et moi, j'aime bien. J'ai l'impression qu'il a pris un peu de. Comment dire, il est sur la bonne rampe là. J'espère qu'il va vraiment décoller. Moins de 10 secondes. Moi, ça m'a rappelé une série qui est sortie il y a longtemps avec Julie Benz qui s'appelle Defiance. C'est la même ambiance avec des espèces qui cohabitent entre vous. Si vous ne connaissez pas, regardez cette série SF, très sympa. Voilà. Qui s'est arrêtée très vite parce que ça avait été un échec. Mais il y avait encore la série de sci-fi, c'est ça? Tout à fait, exactement. Mais c'est pour ça. La suite, c'est avec toi, Robin, et un manga qui s'appelle Under Ninja, d'un auteur qu'on connaît, puisque il avait notamment fait I Am a Hero précédemment. Oui, tout à fait. I Am Hero, alors là, on est dans un autre... on reste dans le Japon contemporain, mais dans un Japon contemporain dans lequel les ninjas existent encore. Oui, effectivement, c'est maître en infiltration, espionnage et assassinat, compterait encore près de 200 000 membres, sauf qu'évidemment, ils sont cachés. On a parmi ces 200 000 ninjas une partie qui représente une espèce d'élite qui prend part au conflit à grande échelle, voilà, qui sont un petit peu dans l'ombre de l'histoire, voilà. Tandis qu'on a aussi toute une grande partie de ninjas qui galèrent un peu pour survivre au quotidien, et c'est le cas de notre héros qui s'appelle Kuro, qui vient du clan Kumogakure, qui est un jeune genin. Donc les genins, c'est les ninjas de rang inférieur. On connaît Naruto, qui sont pas trop respectés, et qui, bien que redoutable, ne fait pas grand-chose de ses journées. Il passe son temps dans son petit appartement à soit aller gauler les bières de son voisin, soit espionner sa voisine, etc. Et jusqu'au jour où on lui confie enfin une mission, qui est de stopper un tueur russe prêt à tous les massacres pour infiltrer l'organisation ninja. Un tueur russe assez spécial d'ailleurs. Hein. Oui, très spécial. Oui, en fait, c'est ça qui est marrant. C'est moi, de toute façon, c'est ça qui m'a vraiment immédiatement plu. Alors, c'est rigolo parce que je vous disais, Hirayasumi, c'était mon premier manga de l'année que j'ai lu. Et là, je pense que Ninja, c'est le dernier que j'ai lu. Et donc, du coup, c'est rigolo que les deux soient dans mes tops un peu perso. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le ton. Alors, c'est un ton, si vous avez lu I Am a Hero, c'est vraiment dans cet esprit. Il y a une espèce d'humour blindé d'ironie qui joue avec les codes. Alors, dans I Am a Hero, c'était évidemment les codes du récit survival, zombie. Là, c'est il joue avec les codes de la tradition des ninjas, voilà, pour finalement critiquer un certain ordre social, parce qu'au final, ce Kuro, c'est quand même un mec qui a des capacités hors normes, qui est supérieur aux autres humains, mais il n'empêche qu'il a une place sociale nulle, quoi. Tu vois, il est vraiment parmi les déchets de la société, et donc il y a vraiment ce décalage très marrant entre un héros très désabusé, son espèce de quotidien oisif où il fait pas grand chose de ses journées, et le fait que en fait le mec il est trop fort, tu vois, genre vraiment des fois quand il y a un gars qui arrive chez lui pour lui dire bonjour, il se met à faire des saltos et tout. Enfin, tu sais, il y a vraiment plein de petites ruptures comme ça, très comiques. Et puis voilà, comme dans I Am a Hero aussi, il y a cette volonté de justement jouer avec un imaginaire connu pour déconstruire la figure du héros, et voilà, je sais pas, amener aussi comme je disais, des thématiques peut-être plus sociales, sous le vernis effectivement d'un humour assez je dirais. Et un antagoniste tout aussi étrange que le héros. Ouais, mais en fait moi c'est ça qui me plaît en général dans le travail de cet auteur, c'est que tout est bizarre, quoi. Ouais. C'est-à-dire que très clairement l'univers est bizarre, même ce truc des ninjas on comprend pas très bien pourquoi ils étaient là, puis après il paraît qu'après la Seconde Guerre mondiale ils ont disparu, mais puis on en a vu très peu en fait, et en fait dans le manga des ninjas, on en voit pas beaucoup, on comprend pas très bien comment l'organisation fonctionne,
Ce méchant, on comprend pas d'où il sort non plus. Non, il est pas introduit. Au début, il parle anglais, après il parle russe. Du coup, tu vois, moi c'est vraiment en lisant les résumés que je savais qu'il était russe. Parce qu'en fait, au final, je savais pas vraiment qui c'était. Oui, pour nous, il était étranger. C'est ça, c'est un gaijin quoi. Et il y a vraiment voilà toute une ambiance très bizarre et qui est, je dirais, appuyée aussi par le dessin de l'auteur, parce que c'est un auteur qui a un dessin quand même, je qualifierais de ultra réaliste. Enfin, genre dans les décors, c'est quasiment du photoréalisme et tout. Les personnages aussi sont dessinés de manière vraiment très carrée. Et je trouve, voilà, notamment dans les séquences d'action, c'est super carré, quoi, vraiment bien découpé, précis, clair et tout. Mais sauf que comme c'est au service d'un récit complètement what the fuck, ça renforce encore plus ce décalage du fait que le héros, tu dois faire des espèces de pirouettes de ouf pour rien, pour rien, choper un moustique. Et du coup, c'est ça. Et moi, vraiment, c'est ça qui me plaît, c'est quand tu sais, ça me fait un peu penser au film de Edgar Wright, c'est ce truc de prendre au sérieux un genre et vraiment le tordre complètement pour que ça devienne vraiment comique, quoi. Et là, je trouve que lui, il arrive vraiment à réussir ça en manga, et c'est assez rare aussi à lire, je trouve. Il y a un autre truc avec ce manga, pour moi, c'est vraiment du frère Cohen. On est dans No Country for Old Men, avec une dose d'humour en plus, mais je sens vraiment une ambiance à la Fargo, tout est bizarre, mais en même temps c'est drôle. Le seul truc qui me manque à l'instant dans ce manga, c'est vraiment le scénar. Mais pourtant, je peux pas m'arrêter de les lire. Ouais, mais je continue à les lire. C'est drôle, mais il y a de la tension aussi quand même, parce que genre quand il y a des moments où il y a tu vois, tu sens que le héros, tu sais pas trop s'il est en danger, quoi. Enfin, t'es vraiment quand même tenu en haleine. Il y a de la tension avec l'antagoniste, justement. Avec l'antagoniste, pourquoi il est antagoniste. Et tu sens qu'il est dangereux, tu vois, genre ça c'est vraiment. Et effectivement, la ref aux frères Cohen, j'y avais pas pensé, mais elle est assez juste, parce qu'il y a ça aussi dans les frères Cohen souvent, c'est que dans Fargo, les méchants, ils ont beau être ridicules, ils sont quand même dangereux, tu vois. Ils font quand même flipper. Et là, il arrive à vraiment faire ce truc. Et non, moi vraiment, je me suis vraiment bien marré, et je trouve que arriver à traiter aussi sérieusement la comédie, c'est assez rare en manga, enfin en tout cas pour moi, et ça a bien fonctionné, quoi. Under Ninja, c'est aux éditions Pika. Dans les ventes de cette année de 2023, à votre avis, dans les 100 mangas les plus vendus, combien il y a de séries différentes ? 27. 27. 15. 100. 2. Il y a 5 One Piece déjà, c'est pas possible. Donc personne n'a raison. Personne n'a raison. 13. Non, il y en a 16. Ah bah 16. J'étais presque. Tu n'étais pas très loin. Il y a 32 fois One Piece, donc. Un tiers. Il y a 15 fois Demon Slayer. Bah, un quart. Mais personne t'a demandé de compter, de te sens pas obligé. J'essayais de voir comment il était au niveau des votes. Tu te mets la pression, détends-toi. Tu peux aussi ne pas compter. Il y a 11 fois Spy Family. C'est facile ça, 11%. J'aurais pu faire ça bien joué. C'est vrai. Le départ, putain. Il y a 8 fois Naruto et 8 fois My Hero Academia. Pas 7 mal. fois Blue Lock. C'est la moitié. 6 fois... Je sais pas, je lance au hasard. T'essaies de compter comme Johnny, c'est ça? Bah ouais. Ça marche pas. Il y a 6 fois Jujutsu Kaisen. Il y a 2 fois Dragon Ball Super, Kaiju 8, One Punch Man et Chainsaw Man. Et puis il y a 5 séries qui n'y sont qu'une seule fois. C'est le voyage de Shuna déjà. Ouais. Mais c'est pas une série. C'est pas une série, mais c'est dans le top 100. Il y a Berserk, le tome 1, Tokyo Revengers, Hunter x Hunter le dernier, et Assassination Classroom le tome 1. Que des trucs connus, quoi. Enfin, à part le voyage de Shuna, je veux dire. Oui, bah, c'est-à-dire que dans les 100 meilleures ventes, c'est un peu logique que ce soit que des trucs connus. Il aurait pu y avoir autre chose que la légende de Shuna, quoi. Le Miyazaki, pas très connu. Il aurait pu y avoir autre chose que le voyage de Shuna. Là, il y en a vraiment qu'un qui sort du lot, alors que les autres, bah, du coup, on les connaît, quoi. Oui, c'est le principe des 100 meilleures ventes, c'est qu'on soit quand même un peu connu. Il aurait fallu 3 nouvelles meilleures ventes qu'on connaissait pas. Peut-être. Ou nouveau. Mais bon, bref. Je te propose d'aller voir chaque acheteur. Je vais le faire. Et pour l'année prochaine. Ouais. Et puis de monter une pétition, peut-être. Cette année. Je vais faire un Patreon. Très bien. Suivez le Patreon de Johnny. Je vous parle d'une série d'aventures maintenant. C'est mon dernier coup de cœur de cette émission. Ça s'appelle Caio Dante. Le manga se déroule au milieu du XVIIIe siècle. À cette époque-là, les pays d'Europe occidentale comme la France ou l'Angleterre ont commencé à tourner leur regard vers la mer, vers l'exploration. C'est une époque empreinte d'un certain romantisme avec des hommes pour qui l'honneur, en tout cas c'est comme ça qu'on les dépeint, pour qui l'honneur et le statut représentent des choses très très importantes, que plus importantes même que leur propre vie. Et c'est dans ce monde-là qu'on fait la connaissance donc de Dante. Lui, tout comme son camarade et adversaire Napoléon. Napoléon, vous l'avez ?
Napoléon, César. Dante, tout ça, sont capables tous les deux d'employer un livre qui délivre une force mystérieuse pour accomplir des sortes de quasi-miracles. Mais chacune des utilisations de cette puissance a un prix qu'ils vont payer de leur chair, un œil, un bras, une mèche de cheveux. On ne sait pas trop ce qu'il faudra payer. Mais par exemple, Dante, il va exploiter son pouvoir pour détruire un immense iceberg en un clin d'œil, comme ça, en claquant des doigts presque. Et Napoléon, lui, il va s'en servir pour concevoir un bateau qui marche. Ah, qui marche. Qui marche avec des jambes. Avec des jambes, qui va exactement. sur la terre, quoi. Okay. C'est fou. C'est complètement plein d'aventures. Leur but, c'est évidemment de retrouver un artefact encore plus inestimable que ceux dont ils se servent, déjà afin de sauver une jeune fille à laquelle l'un et l'autre sont très très liés. C'est 13 tomes d'aventure. Que de l'aventure. On commence le premier tome par le pôle Nord et on termine le premier tome en Méditerranée. Voilà, on se balade. On cherche des trésors, on affronte la nature. Tout ça, ça a un goût d'antan, un goût de Jules Verne un petit peu. Benjamin mais Gates. En version manga de Benjamin Gates. Pire référence. Ouais, je suis pas sûr. Je dois avoir pire si tu me laisses réfléchir. Avec au dessin, non pas de Nicolas Cage, mais Ryoji Minagawa, qui a changé de technique, qui se modernise, mais qui garde quand même un trait très années 80, années 90, mais version informatique. Oui, c'est pas non plus rétro complètement dans le train. Non, pas du tout. Minagawa, pour resituer, c'est l'auteur de Arms, un manga qui a fortement inspiré Isayama sur l'attaque des Titans. C'est aussi lui qui avait dessiné Peacemaker ou Striker, autrement appelé Spriggan. Oui, Spriggan pour le coup. Et donc voilà, ce qui m'a plu, c'est que c'est bien ce côté chasse au trésor avec des héros fantasques, des héros intrépides. C'est pas du tout réel. C'est des Indiana Jones en puissance avec des pouvoirs. Voilà, je peux pas le vendre au... c'est Benjamin Gates. Il a pas de pouvoir, Nicolas, il a pas de pouvoir. Le manga lui date de 2015 et sachez que Spriggan, donc dessiné par Minagawa, va ressortir en France. Donc Striker, vous l'avez connu. À l'époque, c'était aux éditions Glénat, c'est sorti dans les années 90. Et c'était pas sorti en entier, on a eu 2 ou 3 tomes à l'époque seulement. Et donc voilà, ça revient en édition deluxe chez Panini Manga en juin prochain. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Moi, j'avais adoré Arms, j'ai tout acheté. Quand il est passé à la grande librairie la dernière fois. C'est vrai que c'est un des rares mangas qui est passé à la grande librairie. Oui, le mangaka là, de l'attaque des Titans, et il est passé à la grande librairie sur la 5 et je me suis dit merde, il va parler de Arms mais tout le monde va jeter dessus et du coup j'ai tout de suite acheté la série en entier et après j'ai pas regardé eBay mais je pense qu'il y en a plus. Ah, tu penses que tu peux la revendre très très cher? Non, moi je après le garde, elle est en arrêt de com depuis un moment cette série. Ah oui, depuis très très longtemps. Ouais. Donc ils doivent déjà être collector les tomes. Oui, plus ou moins. Bon, ça dépend. Hein. Toi, au final, j'ai acheté moitié prix et ça se revend pas plus cher. Bon, voilà, vous pouvez trouver Arms facilement, mais vous pouvez aussi trouver encore plus facilement. Donc, Caio Dante aux éditions Vega Dupuis. Cagnard, à ton tour. Parlons thriller maintenant avec Chasse aux cadavres. Ouais, je suis désolé, j'ai pas trouvé plus nul que Benjamin Gates. J'ai une idée, mais j'arrive pas à retrouver le titre. Donc à la place, je vais plutôt vous parler de Chasse aux cadavres, qui est un titre qui a été édité chez Saka. Alors pour résumer, c'est un groupe d'adolescents, de jeunes adolescents, qui se retrouvent durant un été pour mener une sorte d'enquête. Sauf qu'eux, ils voient ça un petit peu comme l'activité de leur été. En fait, ils veulent retrouver une de leurs amies d'enfance qui a disparu il y a 2 ans de ça. Alors, ce qui commence de manière un peu très mignonne, vu que c'est des enfants qui veulent mener une enquête, on va dire, en fait, il s'avère qu'en fait, ils s'approchent très vite de la réalité, de ce qui s'est passé vraiment pour cette camarade. Et du coup, il y a plein de gens qui n'aimeraient pas que ce secret refasse surface. Et du coup, voilà, on va suivre cette enquête. Ce qui m'a plu dans ce titre, c'est que vraiment, je le vois comme une espèce d'héritier de Monster. J'en parlerai beaucoup plus pour l'ambiance que pour le sujet. Mais il y a vraiment tout un truc du Japon, un peu la campagne, très mystérieux. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. On met en scène des enfants, donc là t'as un côté un petit peu plus 20th Century Boys. Je le vois vraiment comme une sorte d'héritier de Urasawa. Et il y a vraiment ce côté très original, je trouve, pour un thriller, de mettre en scène des enfants qui sont aussi positifs, qui sont aussi joyeux, parce que eux ils avancent dans leur enquête, donc ils sont de plus en plus enthousiastes. Ouais, ils partent à l'aventure comme dans Benjamin Gates, quoi. Comme dans les Goonies plutôt. Et du coup, je trouve que cette ambivalence de ton
Parce que de ce côté-là, on a les enfants, c'est joyeux et tout. Et de l'autre côté, on a le potentiel meurtrier, pour le moment, on ne sait pas encore, qui commence à se rapprocher d'eux de plus en plus. Et pour le coup, là, tu la sens, la tension. Tu sens que c'est dangereux. Et je trouve que cette idée de ces deux mondes qui vont finir par se croiser, et c'est ça qui va créer tout l'intérêt du titre, je trouve que ça donne un ton hyper différent, hyper particulier à ce qu'on peut avec ce que j'ai l'habitude de lire en thriller en tout cas. C'est genre comme une obscure clarté, tu vois. Il y a quelque chose comme ça c'est joyeux, mais en même temps t'as envie de leur dire n'y allez pas les gosses, parce que je sens que ça va pas très bien se passer pour la suite, tu vois. Un peu comme c'est quoi, Dragonhead, quand les gamins sont dans le tunnel. Ouais, c'est Dragonhead. Dans cet esprit, non, pas du tout dans cet esprit-là. Alors non, Dragonhead, ça noir. Ça commence Dark Direct, là c'est quand même assez sombre, lumineux, je dirais, le début du chasse. J'adore Dragonhead, mais là justement on est sur un truc un peu plus joyeux, un peu plus allons à l'aventure. Wow, vous allez vous faire buter. Vous êtes des enfants, je vous rappelle. Mais moi ce que j'aimais bien aussi, c'est que l'enquête en elle-même des gamins, elle est vraiment cool, quoi. Enfin tu sais, il y a vraiment un truc d'énigme, enfin où tu les vois évoluer dans leur enquête, dans leur découverte. Tu sais, il y a tout le truc avec les tours électriques là, et tu sais, ils calculent pour savoir retrouver la source du truc. Enfin, il y a vraiment tout un truc très assez ludique dans l'enquête. Oui, qui n'est pas toujours le cas dans des polars. Dans des polars, des fois, l'enquête elle est un peu mise de côté. Tu veux dire l'indice qu'on trouve. Voilà. Et là, je trouve que c'est assez haletant dans l'enquête même, et du coup, c'est lié aussi au côté, je pense, enthousiaste des gamins qui communiquent ce truc. C'est chouette aussi. Chasse aux cadavres aux éditions Saka Casterman. Il est encore question d'enfants qui vont mourir avec ton dernier coup de cœur, Joe. Manga dont on a lui déjà aussi parlé la semaine dernière. Mais moi, c'est Who's Next. Mais oui, mais après il y a des vieux aussi qui meurent, parce qu'en vrai il y a pas que des gamins. Je veux dire la même chose que Robin qu'il a dit avec Under Ninja. C'est très centré sur l'humour, et l'auteur aime tordre un peu les sujets sérieux, là en l'occurrence la survie, en humour déjanté et très ironique par rapport à l'humain. Alors je vais reprendre aussi un message Discord qui disait justement qu'il avait été surpris par la réponse de Cagnard, qui trouvait le scénario assez sympa, alors qu'en vrai... J'ai dit mystérieux. J'ai pas dit sympa, j'ai dit mystérieux. Alors qu'en vrai, c'est vraiment axé sur l'humour. J'ai même écrit, je sais plus, à 23h ou à minuit à Cagnard en disant t'as lu le tome 3, c'est vraiment n'importe quoi. C'est what the fuck. Le mec, il fait du foutage de gueule envers les survival games post-apocalyptiques ou tout ce que tu veux. Parce qu'il y a un moment, il y a un héros, je vais pas spoiler, mais il va mourir. Et du coup, il va passer le flambeau, et quand il passe le flambeau, tu fais c'est quoi cette fausse scène d'émotion, alors ça reprend vraiment tellement bien les codes du truc, tu vois. C'est si bien fait, et en vrai c'est ça en fait. On a un équilibre entre humour noir et la dénonciation, enfin qui dépeint les travers de l'humanité, comme on a vu la dernière fois, et on apprend quand même rapidement qui sont même la révélation des petits chiens martiens. J'ai fait non mais il se fout de notre gueule en fait. Là je me suis dit là il nous prend pas au sérieux, mais c'est ça qui est bien. Mais oui, c'est ça, c'est totalement what the fuck comme titre. L'auteur, il est connu pour ça, dans les 3 Metal City, il faisait la même chose. Et là, le fait de vraiment s'axer sur l'humour et sur l'ironie, ça me permet aussi de mettre en exergue tout ce qu'on lit en termes de survival game. Est-ce que ce qu'on lit, en fait, c'est vraiment pas de la grosse merde? Si, complètement. Tous les deathmatch, tout ça là. Et une fois qu'on sait ça, on fait ok, bah il y a pas vraiment de suspense, le scénario, il suit son cours. Et là c'est très fort, parce qu'il y a quand même 10 tomes. Et là, je me dis, 10 tomes, il a réussi à faire 10 tomes sur ça. Le page turner fonctionne, en dépit d'un dessin qui, moi, je l'apprécie pas particulièrement, mais clairement... Il va avec le ton du récit. Mais ça va avec. Le problème, c'est que je l'ai lu après Akane Banashi, et là, c'est un vrai problème. Mais, mais sinon, dessin, en tant que tel, ça rebute pas. Et on le lit, les pages se tournent toutes seules. C'est pas mon coup de gueule, et c'est pas mon coup de gueule, mais c'est pas mon coup de cœur non plus. Mais en tout cas, mais t'avais envie de le mettre dans l'émission coup de cœur. Bah oui, parce qu'en vrai, dans tout ce que j'ai lu, c'est le manga où j'ai le plus rigolé. Alors j'ai bien rigolé, mais surtout j'ai enchaîné facilement les tomes. Je me suis pas dit tiens c'est nul et je vais arrêter. Non, c'est ça. T'as eu un vrai plaisir de lecture. Ouais. Voilà. En plus, j'ai oublié de dire ça. Le vrai fil rouge, c'est pas de savoir si le héros va survivre. Non. Le vrai fil rouge, c'est comme dans GTO, c'est savoir quand est-ce qu'il va perdre son pucelage, parce que c'est ça son but. Son but dans sa vie, c'est pas de survivre, c'est juste il veut perdre son pucelage. Et voilà. Encore. Le héros est un adolescent. Oui, c'est un adolescent de 17 ans, lui, par contre. Il a pas 22 ans comme Ikichi Onizuka. Voilà, c'est la fin de nos coups de cœur. Nous allons conclure cette émission, non pas maintenant, mais dimanche. Le teasing dans le supplément. Voilà.
Vous savez tout maintenant. Ça fera vous avez- 3 parties. Hein. Vous avez suffisamment, et puis 4 avec l'émission sur les rééditions et les classiques. Ah non, je fais pas ça. La semaine. Très bien. Au revoir, Kenya. Et on se retrouve donc dimanche pour le supplément et pour conclure, faire un petit bilan de cette année 2023. Donc on aura un supplément un peu plus long que d'habitude. On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère que parmi tous les tops, tous les coups de cœur de cette émission, il y a des choses qui vont vous plaire et qui vous emmener une fois de plus en librairie et vider vos comptes en banque. Et non, mais sinon vous pouvez vous les prêter. Il y a plein de Organisez-vous entre passe-culture auditeurs. Mais non, mais volez-les les mangas, c'est bon là. Non, c'est pas bien. Il y en a plein qui se vendent. Voilà, Il y a volez-les. des c'est passes bon. culture, des chèques cadeaux, allez-y. Des chèques cadeaux, oui, de ta boîte. T'as toujours des cartes cadeaux en Ouais, fin d'année. moi, j'en ai évidemment. Merci de nous avoir écoutés. À dimanche pour le bilan 2023. Et puis à la semaine prochaine pour parler de réédition et de classique. Ciao, salut. Salut. Ciao. Salut les chips.